Pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place un plan d'action managérial? Tout simplement car c'est un outil extrêmement puissant. C'est un outil qui va nous permettre de passer d'une situation à l'instant T, donc la situation actuelle dans laquelle nous sommes, à la situation désirée, une vision, un objectif. C'est en quelque sorte une passerelle qui nous permet d'atteindre l'objectif désiré beaucoup plus facilement. Car sans plan d'action, on navigue un petit peu à l'aveugle. On ne sait pas forcément où est-ce qu'on va, on ne sait pas forcément comment faire en sorte d'atteindre cet objectif, alors on gravite autour de l'objectif sans forcément l'atteindre. Mais pour que ce plan d'action soit encore beaucoup plus efficace, ce qu'il faut, c'est le structurer au maximum. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met en place des sous-objectifs à atteindre, d'accord, pour atteindre plus facilement l'objectif final. Car sans sous-objectif, le chemin à parcourir est beaucoup plus long. Tandis que si on met des sous-objectifs ou des checkpoints, c'est beaucoup plus facile donc, de passer d'un sous-objectif à l'autre. Et pour atteindre chaque sous-objectif, je vais venir lister une série de tâches à accomplir ou de KPIs à atteindre pour me permettre d'atteindre le sous-objectif en question. Sous-objectif 1, 2, 3, 4, etc., jusqu'à atteindre l'objectif final. Alors attention, il ne faut pas confondre plan d'action managérial, aussi détaillé qu'il soit, avec la gestion de projet. C'est deux choses qui se complètent et qui s'utilisent ensemble, mais c'est aussi deux choses différentes. La gestion de projet, on est plus dans l'opérationnalité, sur le faire. Le plan d'action managérial, on est plutôt sur le comment faire. Aussi détaillé qu'il soit et aussi détaillé qu'il va être par la suite, il ne faut pas confondre le plan d'action managérial avec la gestion de projet. Malheureusement, dans la quasi-totalité des cas où on nous parle de plan d'action managérial, on se contente de nous parler du plan d'action managérial individuel. Que ce soit en école de management, dans certaines formations d'entreprise ou via certains consultants, le plan d'action managérial individuel est présenté comme le seul plan d'action managérial. Et il est là, il se balade, attaché à rien, et il se met en pratique, malheureusement pas comme il faut. Alors, créer un plan d'action managérial individuel, c'est bien, mais c'est pas assez. Il faut encore plus. Nous, ce qu'on veut, c'est viser l'excellence opérationnelle, viser l'excellence managériale. Et c'est là que cette approche holistique du management doit être mise en place. Je crée et je propose une solution managériale, mais qui doit s'inscrire et se coller, entre guillemets, avec d'autres solutions. Et tout ça crée une sorte d'alchimie pour me permettre à moi et mes équipes de viser l'excellence. C'est pour ça qu'il est important de créer le plan d'action managérial global, qui lui n'est pas consacré à un individu ou un collaborateur, mais plutôt qui s'adresse à une équipe, à une entité, à une division tout entière, et qui va nous permettre de créer un plan d'action pour atteindre la vision finale, la finalité, l'objectif final. Et pour nous faciliter le travail, c'est là où on va créer des plans d'action managériaux individuels pour chaque collaborateur. Et si certains collaborateurs ont besoin de plusieurs plans d'action, on crée plusieurs plans d'action. Et le but, c'est quoi? Via le plan d'action managérial, c'est de faire monter en compétence chaque collaborateur, de les aider à développer leur plein potentiel jusqu'à qu'ils deviennent des experts incontestés dans la compétence en question ou dans le domaine d'expertise en question. Au plus les collaborateurs vont être des experts, au plus ils vont monter en compétences, au plus il sera facile pour nous et pour l'équipe d'atteindre les sous-objectifs et l'objectif final du plan d'action global. Voilà pourquoi il faut un plan d'action managérial global et un plan d'action managérial individuel. Et les deux sont, encore une fois, selon moi, indissociables tous les deux. Et j'ai bien mis indissociable avec un S. Alors maintenant que l'on a défini qu'est-ce qu'un plan d'action managérial, je te propose de créer un plan d'action managérial global et juste par la suite un plan d'action managérial individuel. Quand je parle de créer, je parle plutôt de créer une ossature, une trame, une méthodologie à suivre que tu pourras réutiliser et optimiser à ta guise, peu importe ton cœur de métier, ton domaine d'expertise. La première des choses à faire, si tu te souviens du schéma, c'est de définir la vision, de définir l'objectif principal et la situation désirée. Pour imager mes propos, je te propose une sorte de mise en situation. Admettons que tu es manager. Tu travailles pour le compte d'une entreprise innovante et qui, en plus de ça, est en pleine croissance. Cette entreprise commercialise des distributeurs automatiques de repas traiteurs. Leurs principaux clients, de grosses multinationales, de grandes entreprises, des lieux culturels, de grands événements, etc.,
etc. Toi, en tant que manager, tu es responsable d'une dizaine de techniciens répartis un petit peu sur toute la France et qui s'occupent justement de la maintenance de ces distributeurs automatiques. La situation à l'instant T, donc la situation initiale, c'est 400 distributeurs automatiques répartis sur à peu près 40 départements au travers de la France. Pour l'année suivante, l'objectif pour l'année prochaine, c'est d'installer 250 distributeurs supplémentaires. Sauf que les actionnaires et les principaux décisionnaires sont clairs. Pour réinjecter de l'argent supplémentaire, ils veulent qu'à la fin de l'année, les distributeurs qui sont déjà en place commencent à devenir rentables. Et on estime que pour qu'un distributeur commence à devenir rentable, il doit atteindre un taux de service, d'accord, de 98%. Donc, l'objectif principal, la situation désirée, c'est qu'à la fin de l'année, la totalité du parc d'automates ait 98% de taux de service. Et on va créer notre plan d'action autour de cet objectif principal. La première des choses à faire, c'est de créer des sous-objectifs et des KPIs clairs. Ça doit être des sous-objectifs qui vont nous permettre d'atteindre une certaine performance. Ils vont devoir être assez élevés, d'accord, mais quand même réalisables. Réalisables à partir du moment où on essaye de viser l'excellence. Pourquoi? Car le but, c'est de se rapprocher de ces 98%. Alors oui, ça peut paraître très élevé. Avec la bonne méthodologie et le bon plan d'action, on est capable d'y arriver. Par exemple, si j'étais le manager de cette équipe, j'exigerais que 100% des maintenances préventives soient réalisées dans les temps, c'est-à-dire en temps et en heure, pour nous permettre de nous rapprocher de ces 98% de taux de service au maximum. Quand on parle de taux de service, c'est tout simplement le fait que l'automate soit disponible, soit fonctionnel et puisse être à même de pouvoir vendre à 98% du temps. Et pour ce faire, on va devoir faire en sorte que l'automate, de par nos actions, soit le plus souvent disponible et fonctionnel. Le deuxième sous-objectif qu'on pourrait par exemple mettre en place, ça pourrait être des délais d'intervention pour les maintenances curatives dites urgentes extrêmement rapides. C'est-à-dire que quand l'automate ne peut pas vendre, il n'est pas fonctionnel, il n'est pas disponible à la vente, je veux que mes techniciens se rendent sur place sous 2 jours maximum et que la panne soit traitée le plus rapidement possible. On pourrait également demander un pourcentage de nos stocks le plus faible possible, un pourcentage d'anomalies le plus faible possible, un nombre de réclamations clients pour le SAV le plus faible possible, et un pourcentage de satisfaction client, bien évidemment, le plus élevé possible. Donc tu vois, tu as des items et des sous-objectifs directement liés à l'opérationnalité, donc comment faire en sorte que mes machines soient fonctionnelles et qu'elles puissent continuer à vendre de manière systématique le plus souvent possible, mais aussi des objectifs qui sont liés à la satisfaction client. Encore une fois, cette liste n'est pas exhaustive, c'est une sorte d'exemple pour que tu puisses comprendre. Donc, une fois qu'on a créé nos sous-objectifs, on va passer à la liste des actions à mener pour atteindre chaque sous-objectif. Souviens-toi du schéma. Pour exemple, on va prendre par exemple le nombre de maintenances préventives réalisées dans les temps. Pour rappel, je veux 100%. La question à se poser, c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire pour que je puisse atteindre 100% de visites réalisées dans les temps. On pourrait par exemple intégrer des outils de planification numérique performants et efficaces pour nous permettre d'avoir la meilleure planification possible, des planificateurs bien formés, bien accompagnés et qui puissent comprendre le principe de fonctionnement d'une planification efficace. Également, anticiper et optimiser les tournées de mes techniciens. Prendre toutes les dispositions nécessaires bien en amont pour prévoir une planification efficace. Exemple, on sait qu'il y a des saisons. L'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Je sais qu'en hiver, ça va être assez compliqué pour tous les automates et les techniciens qui se trouvent en altitude. En été, inversement, ça va être compliqué pour les automates et les techniciens qui se trouvent sur la Côte d'Azur à cause des embouteillages, les vacanciers, etc., etc. Donc prendre du recul et essayer d'optimiser mes planifications. Et pour terminer, créer des dates butoirs pour les interventions, pour être sûr que chaque intervention soit réalisée en temps et en heure, etc., etc. Et on fait la même chose pour chaque sous-objectif. Une fois qu'on a listé les actions à mener, on va fixer les responsabilités. Et ça, c'est très important. Il faut que chaque division, chaque entité et chaque collaborateur sache qui fait quoi, comment et pourquoi. Que chaque collaborateur ait ses propres responsabilités et soit responsable de ses propres actions et de ses propres tâches. Par la suite, il faut fixer des deadlines pour être sûr de respecter les étapes clés du plan d'action. Chaque objectif doit avoir une date bien précise sur l'agenda du plan d'action. Et c'est là notamment qu'intervient la fameuse gestion de projet, où on va faire en sorte que tout soit
réalisé en temps et en heure et de la meilleure façon possible. Et pour terminer, pour être sûr d'optimiser au maximum notre plan d'action, il faut créer une feuille de route, une sorte de tableau de bord qui va nous permettre de manière quotidienne de piloter, d'optimiser et de suivre notre plan d'action. Si on se rend compte que les sous-objectifs que j'ai créés et les actions que j'ai créées ne permettent pas de nous rapprocher de ces 98% comme espéré, je vais créer des petits agencements, je vais optimiser tout ça. Le plus important, c'est de suivre notre plan d'action et de réagir le plus rapidement possible. Donc voilà pour le plan d'action global. Tu vois, il n'y a rien de compliqué. Par contre, voilà, ça nécessite une certaine réflexion et d'analyser, d'étudier notre sujet, de bien comprendre qu'est-ce qui nous est demandé et d'essayer de déterminer comment est-ce que je vais faire pour atteindre ce fameux objectif et cette fameuse situation désirée. Maintenant qu'on a vu comment créer une ossature pour le plan d'action global, je te propose de faire exactement la même chose pour le plan d'action managérial individuel. Alors rassure-toi, c'est exactement le même principe de fonctionnement, à quelques détails près. Petit rappel concernant la définition. Contrairement au plan d'action global, le plan d'action managérial individuel se focalise quant à lui sur le collaborateur. En tant que manager, comment est-ce que je vais faire en sorte d'aider mon collaborateur à monter en compétence, à développer son plein potentiel et à atteindre une expertise sur un item donné. La première des choses à faire, c'est toujours de définir l'objectif principal, la vision, la situation désirée. Pour illustrer mes propos encore une fois et pour te permettre de comprendre plus facilement, je te propose une deuxième mise en situation. Tu es toujours manager, mais cette fois-ci dans une entreprise différente. Et tu es responsable d'une équipe de techniciens itinérants sur le terrain. Il y a quelques mois de ça, tu as recruté un nouveau technicien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette entreprise, les techniciens se planifient, s'organisent et optimisent eux-mêmes leur agenda et leur tournée. Dans certaines entreprises, c'est monnaie courante, tout simplement car le métier s'y prête et ça permet, lorsque c'est bien fait et lorsque c'est bien suivi, aux entreprises de faire des économies. Mais le problème, c'est que tu as remarqué que ce collaborateur a du mal à être sur objectif, contrairement à ses collègues. Pourtant, tu l'as suivi, tu l'as accompagné comme il faut, et il a eu la formation adéquate. Et en creusant un petit peu plus, tu te rends compte que ce collaborateur a des difficultés à planifier, optimiser et organiser ses tournées. Maintenant que tu as déterminé quelle est la problématique, le but c'est d'aider ton collaborateur à monter en compétence, et pour ce faire, je crée un plan d'action managérial individuel. Chose très importante, lorsque l'on crée un plan d'action managérial, le but, c'est de le créer, le co-créer avec le collaborateur. Il faut que le collaborateur participe à la création du plan d'action. Ce n'est pas le manager qui crée le plan d'action et qui arrive avec une solution toute faite, toute prête, et qui la pose sur un plateau d'argent au collaborateur. Non. Le but, c'est d'aider ce collaborateur à monter en compétence, mais qu'il se pose aussi les bonnes questions. Comment est-ce que je peux faire de mon côté pour monter en compétence dans l'item en question? Et pourquoi c'est important de le faire avec lui? Car ça va l'impliquer, ça va le motiver, et surtout ça va le responsabiliser. Car c'est lui, avec le manager, qui a créé son propre plan d'action managérial. La deuxième des choses à faire, c'est de créer des sous-objectifs. Alors encore une fois, cette liste-là n'est pas exhaustive, le but c'est uniquement de te donner des exemples pour que tu puisses comprendre le principe de fonctionnement. On pourrait par exemple imaginer une montée en compétence dans l'utilisation des outils de planification, accompagner et aider et former le collaborateur à maîtriser la totalité de ces outils qui lui servent à planifier ses tournées. Une montée en compétence dans la préparation et l'optimisation des tournées, l'aider à monter en compétence sur cet item et l'accompagner dans la préparation et l'optimisation. Une montée en compétence dans l'organisation et la priorisation des actions, car il faut savoir, et ça en général, c'est là où les techniciens ont des difficultés, c'est comment est-ce que je priorise mes actions, comment est-ce que je priorise mes déplacements, quelle action a priorité sur l'autre. Et là, il va donc falloir faire un classement en fonction de ce qu'il a amené à faire sur le terrain. Une montée en compétence dans l'expertise des exigences techniques et opérationnelles, encore une fois, aider mon collaborateur à maîtriser au maximum les tâches qui lui sont demandées sur le terrain. Car au plus il sera un expert dans ce domaine-là, au plus il va maîtriser ses actions, au plus ça sera facile pour lui, ce qui va l'aider à optimiser ses tournées et à gagner un petit peu plus de temps. Et pour terminer, une montée en compétence dans le reporting et le feedback, ça c'est quelque chose de très important. Il doit y avoir vraiment une connexion entre le collaborateur et le manager. L'aider à trouver le meilleur moyen de remonter les informations sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il compte faire.
La troisième des choses à faire, c'est de lister les actions pour chaque sous-objectif. Bon, là, je vais pas le refaire, mais voilà, par exemple, pour la préparation et l'optimisation des tournées, je vais venir lister toutes les actions qui vont permettre à mon collaborateur d'atteindre ce sous-objectif. Ensuite, il va falloir créer des KPIs clairs et précis qui vont nous permettre à nous et aux collaborateurs de voir si les actions mises en place dans le plan d'action sont efficaces et si le collaborateur arrive à être sur objectif. Le but, c'est d'y aller étape par étape, crescendo. Je sais qu'il a déjà des difficultés, je lui mets pas des objectifs élevés dès le départ. On va monter en puissance au fur et à mesure de sa montée en compétence. Par exemple, le nombre de visites par mois, par semaine et par jour va nous permettre de voir si, au fur et à mesure du plan d'action, le collaborateur arrive à faire de plus en plus de visites et arrive à se rapprocher de l'objectif en question. La durée moyenne des visites, c'est pareil. Là, je vais le faire monter en compétence dans les exigences techniques et opérationnelles pour lui permettre de passer le moins de temps possible lors d'une visite, car il deviendra un expert dans son métier. Le taux de ponctualité des visites, c'est aussi un très bon indicateur à prendre en considération, car ça va nous permettre de voir si le collaborateur arrive à l'heure à ses rendez-vous, si la planification qu'il a mis en place, il arrive à la respecter. Le taux de complétion des tâches par visite, ça sous-entend lorsqu'il est en intervention, est-ce qu'il a le temps de pouvoir faire la totalité des actions qui sont écrites dans ces exigences techniques et opérationnelles. Car s'il n'a pas le temps, ça sous-entend qu'il est pressé et qu'il a mal optimisé ses tournées ou qu'il n'a pas eu suffisamment de montée en compétences et d'accompagnement jusqu'à devenir un expert. Le ratio de résolution des problèmes par visite, c'est à peu près le même principe, etc., etc. Donc ces indicateurs de performance sont super importants car ça va me permettre de voir si mon plan d'action est efficace, si mon collaborateur monte en compétence et s'il se rapproche des objectifs fixés. Et enfin, pour terminer, tout comme pour le plan d'action global, déterminer les responsabilités, fixer des deadlines, avoir un tableau de bord performant et efficace, et surtout un suivi et un accompagnement permanent du manager pour le collaborateur, pour le soutenir, pour l'aider à monter en compétence, parce que c'est pas facile, c'est pas évident, et chaque collaborateur a besoin d'un soutien. Et le but du manager, c'est de les aider à monter en compétence. Donc voilà, chers camarades, tu as désormais toutes les cartes en main pour créer de véritables plans d'action managériaux, efficaces et performant. J'espère t'avoir partagé suffisamment de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir via un petit j'aime ou un petit commentaire. Ça te permettra de soutenir la chaîne. Je t'invite également à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer des prochains partages de valeur. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon management.